Premier anniversaire d'Alexis, vous voyez, 5 générations de réunis. Là, avec son petit bout de chou, son bébé, c'était son adoration. Elisabeth Fouquet s'exprime pour la première fois. Sa fille Aurélie, policière municipale et maman d'un garçon de 14 mois, a été tuée d'une rafale de Kalachnikov il y a presque 6 ans. Aurélie, oh, mon Dieu, c'était une jeune femme pétillante, très charismatique. Un petit bout de femme, d'1,54 m. Elle aimait beaucoup ce qu'elle faisait. Elle adorait ce métier. C'est un métier humain en même temps, puisque ils avaient des rapports aussi bien avec les commerçants que les enfants qui sortaient de l'école, tous les citoyens finalement. Hein. Et le fait de l'avoir perdu, ça a brisé une famille, ça a été un chaos général. Voilà, on a été plongé dans une vie où plus personne n'avait ses repères, ça a été difficile. Et ça reste difficile de toute façon, quoi. C'est quoi qu'on fasse, elle manque immanquablement. Aurélie Fouquet est morte à 26 ans. La première policière municipale tuée dans l'exercice de ses fonctions. Un gang de braqueurs, avec à sa tête Redouane Faïd, serait responsable de sa mort. Faïd, un multirécidiviste qui prétendait pourtant s'être rangé. Tout a basculé le matin du 20 mai 2010. À ce carrefour, des policiers veulent contrôler un fourgon qui leur semble en mauvais état. Le conducteur prend la fuite. Une course-poursuite s'engage. Sur l'autoroute A4, les occupants du fourgon ouvrent le feu à l'arme de guerre sur leurs poursuivants et parviennent à les semer. Ils sortent de l'autoroute à Villiers-sur-Marne. Sur ces images, on les voit dérober une voiture à un automobiliste. Puis ils incendient leur fourgon. À ce moment-là, une voiture de police municipale arrive sur les lieux. Il est 9h45. Valérie, une riveraine, s'approche du carrefour. J'étais à peu près là quand j'ai commencé à voir ce que j'ai pris pour un accident. C'est là où la voiture de police est arrivée. Ils sont tournés comme ça, ils sont arrêtés et là, ça a été très très vite. Il y a eu une rafale de coups de feu, c'est parti très vite. J'ai entendu un cri. C'est pas un cri de cinéma, de hurlement auquel on est habitué, c'est pas un cri qu'on entend avec ses oreilles, c'est un cri qu'on sent. La policière Aurélie Fouquet est grièvement blessée à la tête. Son collègue a juste eu le temps de riposter. 37 douilles de Kalachnikov sont retrouvées au sol. Les fuyards, eux, ont disparu. Au même moment, Elisabeth, la mère de la policière, est conduite à l'hôpital où sa fille est plongée dans le coma. Je voulais la voir, je me suis dit, mais elle est où? Il s'est passé quoi? Et je n'avais pas de réponse. Une équipe médicale nous a pris en charge. Et pareil, il nous dit, venez, suivez-nous. Dans un silence, et je dis, mais pourquoi vous ne parlez pas? Mais il se passe quoi? Mais qu'est-ce que... Je ne comprenais pas. Et là, ils nous ont expliqué les blessures qu'elle avait reçues. Donc, on nous a autorisés à aller la voir entre deux. Juste le temps de la voir un petit peu. Et le temps que sa sœur arrive, malheureusement, voilà, son petit cœur s'était à nouveau arrêté. Et c'était fini. Voilà. La mort d'Aurélie Fouquet provoque une émotion considérable. À ses obsèques, des centaines de policiers viennent lui rendre hommage. Une bande de braqueurs va tout de suite être soupçonnée du meurtre grâce à un incroyable concours de circonstances. 2 jours avant le drame, par hasard, des policiers parisiens avaient repéré ici le fourgon utilisé lors de la fusillade, volé et faussement immatriculé. À proximité se trouvait un second fourgon, lui aussi volé,
que les policiers avaient alors équipé d'une discrète balise GPS semblable à celle-ci pour connaître les déplacements du véhicule. Commandant à la brigade criminelle, Isabelle Trousselard a participé à l'enquête avec la répression du banditisme. Elle se souvient que tout est allé vite grâce à cette balise. Le fourgon balisé va se retrouver dans un même lieu, pratiquement, dans un même espace géographique que le fourgon qui va partir en course-poursuite et dans la fusillade. Ça va être déterminant pour l'enquête parce que comme la balise fonctionne effectivement, ça va nous permettre de retrouver ce véhicule assez rapidement et donc là, pour le coup, de mettre en place une surveillance pour attendre que quelqu'un se présente au véhicule. Et en l'occurrence, effectivement, une personne va se présenter au véhicule assez rapidement, en fin de journée, en fait, par rapport au moment de la fusillade. Et cette personne-là va être interpellée. Ce premier suspect s'appelle Malek Kider, 42 ans, déjà condamné pour des braquages. Interpellé en possession de 2 sacs remplis d'armes et de munitions. En garde à vue, il reconnaît immédiatement avoir fait partie du groupe de braqueurs qui, ce matin-là, devait attaquer un fourgon blindé contenant 12 millions d'euros. Mais selon son avocat, il n'avait qu'une mission subalterne. Son rôle, précisément, consistait à se trouver dans ce qu'on appelle un véhicule d'escorte, un véhicule d'appui, et son rôle était précisément de poser des cales pour bloquer les roues d'un éventuel fourgon blindé. À partir de là, il explique qu'en effet, ce matin-là, il a pris la direction de Bonneuil-sur-Marne et que, précisément, au cours du trajet, l'autre véhicule où se trouvaient des malfaiteurs aurait été pris en chasse par les services de police, et là, il a décidé de faire demi-tour et de rentrer à son domicile. Malek Kider est incarcéré, mais il n'est pas soupçonné d'avoir fait partie du commando qui a tué la policière. Pour identifier les autres membres du gang, les enquêteurs du 36 quai des Orfèvres vont retracer le parcours du fourgon balisé les jours précédant le meurtre. Le fourgon de Kider est repéré la veille de la fusillade dans la banlieue nord de Paris. Et il n'est pas seul. Devant lui, un autre fourgon. C'est celui qui sera utilisé à Villiers-sur-Marne. Et encore devant, une Renault Mégane qui semble ouvrir la route. Les 3 véhicules s'arrêtent dans cette station-service. Grâce aux images de vidéosurveillance, les policiers reconnaissent le conducteur de la Mégane. Il s'agit de Redouane Faïd, un caïd des cités, déjà condamné 6 fois, notamment pour des braquages de fourgons. Les enquêteurs se demandent s'il ne serait pas le cerveau de cette opération. Progressivement, les braqueurs présumés sont identifiés. Lors de l'attaque, un malfaiteur a été blessé. Du sang a été retrouvé. C'est Olivier Tracoula, 35 ans, un récidiviste. Pour l'instant introuvable, c'est un proche de Faïd. Dans cette cité de Creil, d'où est originaire le caïd, 6 autres suspects intéressent les policiers, tous fichés au grand banditisme. Un certain nombre d'individus qui soit ont déjà travaillé ensemble, soit se connaissent, soit ont pu se rencontrer à diverses occasions, notamment lors de séjours en prison, et qui manifestement se retrouvent impliqués dans cette affaire. Le 11 janvier 2011, 6 mois après le meurtre d'Aurélie Fouquet, un coup de filet est organisé. Aucun des suspects ne reconnaît avoir participé au projet de braquage. Tous sont placés en détention. Mais le matin du coup de filet, le suspect principal, Redouane Faïd, a disparu de chez lui. Pourtant, depuis 3 mois, l'homme, salarié dans cette agence d'intérim, ne se cachait pas, bien au contraire. Auteur d'une autobiographie, il assurait la promotion de son livre, en se présentant comme un braqueur repenti. Vous pouvez le jurer, vous ne retomberez jamais. Ah bah en tout cas, ce que je sais, c'est que mes démons ne sont pas endormis, mais sont complètement morts. Ouais. Redouane Faïd a même été interrogé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré. Je voudrais savoir si vous regrettez cette période. Personnellement, moi, je regrette cette période. On ne peut pas revenir derrière. C'était à refaire, je ne le referai pas. Bon, vous savez, quand vous faites des braquages, vous êtes conforté des fois dans l'idée de maîtriser n'importe quelle situation. Limite un sentiment d'invincibilité. Jérôme Pierrat est le journaliste qui a écrit le livre avec Redouane Faïd.
Il l'a côtoyé quotidiennement avant et après la fusillade et est devenu son ami. Il ne comprend pas comment Faïd aurait pu mener une double vie. Il travaille la journée, moi je viens le voir, soit on travaille le midi ici ou chez moi le temps du déjeuner. Le soir, il court pour aller chercher son fils à 18 h. Enfin voilà, il a un emploi du temps qui est très chargé et qui est l'emploi du temps de monsieur tout le monde, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. Quand on voit des truands d'habitude qui travaillent eux dans leur spécialité, c'est quand même assez chronophage, hein, la vie de truand. Enfin, il faut se bouger, il n'y a pas de téléphone, donc les mecs, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils préparent leurs trucs, il faut qu'ils aillent repérer, Enfin, c'est un boulot à plein temps, surtout sur des affaires aussi grosses que celles qu'on lui reproche, etc. Tout ça, ça collait pas. Ça ne collait pas. Faïd est interpellé et incarcéré après 6 mois de cavale. Son avocat n'a pas voulu nous répondre. Devant le juge, Faïd a nié toute implication. Selon lui, s'il a été vu à la station-service la veille de la fusillade, au même moment que les fourgons suspects, c'est un malheureux hasard. Il ne sera pas mis en examen pour le meurtre, mais pour la préparation du braquage. Pour l'avocat de la famille d'Aurélie Fouquet, Laurent Franck Liénard, le braqueur repenti n'en est pas un. Le fait que pendant le même temps, il donne le change, qu'il se mette en avant, qu'il fasse les plateaux télé, ça démontre qu'il est gonflé. Voilà, il est gonflé. C'est un garçon qui n'a peur de rien, qui doit se sentir dans l'impunité complète parce qu'il est très sûr de lui. Il était très sûr de son verrouillage, justement, très sûr de sa stratégie. Il était persuadé que ça ne pouvait pas lui tomber dessus. Redouane Faïd pressent-il une nouvelle condamnation? Après 2 ans de détention provisoire, il s'évade de la maison d'arrêt de Sequedin dans le Nord. Une belle ultra spectaculaire, avec prise d'otages, armes et explosifs. Il sera finalement repris après 6 semaines de fuite. Lors de son procès, il comparaîtra donc aux côtés de 7 complices présumés. Mais seulement 2 sont directement accusés du meurtre, car leur présence au moment de la fusillade serait attestée. Selon un témoin, Rabia Hider était le passager du fourgon. Daouda Baba aurait gardé des traces de brûlure après avoir incendié le véhicule. Olivier Tracoula, le malfaiteur blessé, est lui aussi accusé du meurtre. Mais les policiers ne l'ont jamais retrouvé. Ils pensent qu'il est mort à la suite de la fusillade. La famille d'Aurélie pourrait donc ne jamais savoir qui lui a pris sa fille. À 2 semaines de l'audience, Elisabeth Fouquet en a bien conscience. Vous apprenez à vivre avec la douleur, mais ne pas avoir de réponse, ne pas avoir le meurtrier de votre fille, ça c'est plus terrible encore. Le fils d'Aurélie a aujourd'hui 7 ans. Alexis est élevé par l'ancien compagnon de la policière et par ses grands-parents.